Bonjour et bienvenue à cette minute de l'immobilier. Vous avez été nombreuses et nombreux à poser des questions. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour résumer en fait ces différents points et essayer d'apporter des réponses. Je m'appelle Pedro Dominguez, je suis courtier en immobilier. C'est un métier qui me passionne. Voilà, je partage aujourd'hui ma passion avec vous via cette vidéo. Il y a 5 points lorsqu'on veut vendre rapidement et au meilleur prix son bien immobilier. Je vous propose de passer à travers et sans plus attendre, on va commencer par le premier qui est le calcul du prix. Certainement le plus important des points. Pourquoi? Parce que le prix, l'estimation du bien va avoir une incidence directe sur tout le déroulement du processus. Pour calculer la valeur du bien, on a 3 méthodes. 3 systèmes possibles. La première, c'est la valeur de marché, donc la valeur, je dirais, hédoniste. Par comparaison, j'ai un 3 pièces et demi à vendre dans une rue, dans un quartier, dans un village. Je vais chercher d'autres biens avec la même topologie dans la même région. Donc là, je vais comparer. D'accord ? La comparaison, c'est aussi lorsqu'on discute avec le voisin et qu'on dit « Ah, à propos, à combien tu as vendu ton bien, etc. » Donc lui, il va nous donner son prix. Alors, méfiance, c'est pas toujours le bon prix, c'est pas toujours juste, mais voilà, il va nous dire à combien il l'a vendu, donc on va avoir tendance à se référer un petit peu à ces valeurs-là, d'accord? Valeur de marché. La valeur intrinsèque est une valeur un petit peu plus technique, elle sert pour les biens qui ont en 30-40 ans, voire même plus, juste pour vous expliquer. Donc c'est une méthode qui consiste à dire, si je devais construire à neuf un autre bien dans la région, par exemple, prenons l'exemple de notre 3 pièces et demi, neuf, quel est le prix du mètre carré? On va dire 4000 francs pour donner un chiffre, 4000 francs, ok. Donc si ça veut dire qu'il avait une centaine de mètres carrés, 100 mètres carrés, aujourd'hui si je vais leur construire ces fameux 100 mètres carrés, quel serait le prix? Eh bien 4000 francs le mètre carré, donc 400 000 francs. Mais mon appart, il n'est pas neuf. Mon appartement, il a, 15 ans. 15 ans, on peut admettre que les 5 premières années, il est neuf, voire semi-neuf. Ça veut dire qu'on ne va pas déduire cette vétusté. On pourrait laisser de côté. Par contre, pour les 10 autres années, souvenez-vous, il a 15 ans l'appart, donc les 5 premières, on ne déduit rien. Et les 10 autres, on va déduire 1% par année. Donc, on a une vétusté qui est située entre 10 minimum et 15% si on voudrait déduire 1% par année. À cela, on va rajouter tous les travaux faits dans le but d'améliorer le confort, toutes les plus-values qu'on a apportées. Alors, dans un appartement qui a 15 ans, on va plutôt rafraîchir, mais on ne va pas forcément améliorer énormément le confort, ce qui n'est pas le cas pour les biens qui ont 30-40 ans, puisqu'on n'avait pas les mêmes normes, on n'avait pas les mêmes niveaux d'exigence en termes de confort. Donc, d'un côté, on va déduire cette vétusté, de l'autre, on va rajouter sur la base des factures tous les travaux qui ont été faits pour augmenter le niveau de confort et toutes les plus-values qu'on a effectuées, toutes les mesures qui visent à économiser de la consommation, donc de l'énergie. Le troisième, qui s'applique plutôt pour les biens en location, c'est la valeur de rendement. On part de la valeur de rendement escomptée entre 4 et 8%. 8% c'est déjà pas mal élevé, mais voilà, on admet qu'il y a un minimum de 4. Et on part de la valeur du loyer, du montant du loyer actuel que le locataire paye pour définir le prix de vente. Donc pour maintenir ce loyer de 1000 francs, un pourcentage ou un taux de 4%, combien je devrais vendre mon appartement. Donc bien souvent on le voit, nous en tant que spécialistes, qu'on va faire un mixte. On va prendre une part de marché, une part intrinsèque, et puis on va faire un mixte dans le but d'avoir une estimation précise. On voit fleurir aujourd'hui des calculateurs en ligne qui en quelques minutes vous donnent une estimation de prix. Alors si je reprends l'exemple du 3 pièces et demi, on va peut-être dire votre bien, vous pouvez le vendre entre 250 et 400 000. Ok, bon, est-ce qu'on a beaucoup avancé? Je ne suis pas sûr. Le gap, il est énorme entre 250 000 et 400 000. Ça veut dire que pourquoi on met 400 000, pourquoi on met 250 000? Enfin voilà, on n'estime pas la louche. Donc, alors oui, ça peut nous aider pour avoir une base de discussion, mais il faut le considérer comme étant une base de discussion et pas pacifier absolument. D'accord?
Quelles sont les conséquences? Vous avez estimé votre prix, je dirais la hausse, plutôt dans la fourchette supérieure, voire même surestimé parce que vous avez une valeur sentimentale, parce que vous adorez cet appartement, etc. Vous avez vécu votre jeunesse, vous avez eu les enfants là-dedans, etc. Et puis vous avez surestimé. Qu'est-ce qui va se passer? La sanction va tomber. Pas de visite. Pas de visite, pas d'offre. Donc vous allez d'une part vous fatiguer, vous démotiver en quelque sorte parce que vous dites mince, quand même j'avais ce calculateur en ligne qui m'a donné un prix, etc. Mais personne n'est intéressé. On voit le coût classique. On a une valeur de marché de 600 000 pour dire, même si c'est pas super précis. Et puis on se dit mais non, on va tenter à 610. Puis on verra. Et puis si ça passe à 610, tant mieux. C'est pas vraiment comme ça. Vous avez une marge de négociation, mais on ne tente pas en principe, si on veut être juste. Mais ce qui va se passer dans votre exemple à 610, c'est que celui qui met, parce que derrière un vendeur, il y a toujours un acheteur, et celui qui veut acheter, qu'est-ce qu'il va mettre comme filtre dans ses critères de recherche? Cette valeur de 600 000. Résultat, votre bien n'apparaîtra pas. D'accord? Donc, vraiment les conséquences en cas de mauvaise estimation, je dirais même que c'est un élément bloquant. Vous avez mal estimé votre bien, ou on vous a mal conseillé, on vous a mal orienté, vous n'aurez pas de visite, pas d'offre. Donc c'est le premier point et pas des moindres. Je vous propose de passer au deuxième point qui est l'importance de la mise en valeur. Par mise en valeur, on s'entend d'abord la mise en valeur du bien proprement dit. Je reprends l'exemple de mon 3 pièces et demie et vous avez, je sais pas moi, énormément de photos, souvenirs de vos vacances avec les enfants, votre lune de miel, etc., etc. Vous avez ramené plein d'objets de vos vacances et puis là vous voulez tout partager parce que vous voulez tout avoir sous les yeux avec vous, etc. Pour la vente, c'est pas bon. La vente, il faut deux choses au niveau du bien, voire plusieurs, mais en tout cas désencombrer, limiter, enlever, je dirais laisser que les meubles essentiels, les meubles pratiques, les meubles de rangement, parce qu'une pièce qui est encombrée de meubles, elle paraîtra beaucoup plus petite. D'accord? Donc c'est un mauvais point. Elle paraîtra plus petite en temps réel, dans la réalité, mais aussi lorsque vous allez faire les photos pour faire le dossier. Mais on va y venir plus tard. Et puis dépersonnaliser, tous les objets, tous les souvenirs, etc. Réparer ce qui doit être réparé. Il n'y a rien de pire que de laisser, mais on fera ça à l'occasion. Non, vous devez faire ça pour la mise en valeur du bien. Deuxième point, la visibilité sur le marché. Vous avez le choix. Vous pouvez utiliser le PAP, le PAP, donc privé à privé. C'est-à-dire vous allez poster, vous allez mettre une petite annonce sur les réseaux sociaux, sur des sites de petites annonces. Et puis là, vous allez, je dirais, vous donner des chances de réussite. Mais vous n'avez pas touché les plateformes spécialisées là-dedans. Et Dieu sait si on en a. Des plateformes qui sont vraiment spécialisées, que les gens vont consulter, des éléments de référence que les gens vont consulter, vont se connecter pour trouver le bien de leurs rêves. Et si vous n'êtes pas présent, vous n'êtes pas visible. Donc votre bien, il a beau avoir toutes les qualités du monde, il ne sera pas visible, donc il ne sera pas vendu ou en revanche pas acheté. La qualité du dossier, parce que faire des belles photos, c'est top, mais faire un descriptif qui soit réaliste, et c'est là où c'est important d'éviter le magnifique chalet, très grand appartement, hyper bien, j'adore, non, c'est beaucoup trop. On doit avoir un descriptif qui soit réaliste. On rentre, on a un sens de marche. Il faut imaginer que l'internaute ou la personne qui consulte votre annonce, soit sur les petites annonces, soit sur une plateforme, vous devez faire en sorte qu'elle se projette, qu'elle s'imagine, tiens, je rentre là à droite, qu'elle visualise en quelque sorte. Les photos, pour vous, ce qui est clair, pour elle ne l'est peut-être pas, parce qu'elle n'est jamais venue chez vous. Donc pensez-y. Je vous propose maintenant de passer au troisième point, l'emplacement. Qu'est-ce que c'est? L'emplacement, c'est un peu la situation. Où est-ce qu'il se situe? Voilà. Et là, je vous donne un autre exemple. Vous avez toujours votre fameux appartement, le 3 pièces et demie, selon qu'il se trouve dans un petit village sympa, où vous avez l'épicerie du coin, etc., etc. Peut-être le village où vous revenez, où vous avez grandi, ou le même appartement qui se trouve en ville, l'emplacement n'est pas le même. Pourquoi? On dit dans l'immobilier, il y a 3 critères importants. L'emplacement, le deuxième, l'emplacement, et le troisième, vous l'avez compris, l'emplacement aussi. Il ne faut pas le négliger, on pense souvent au bien, mais pas l'emplacement. Est-ce qu'il y a des services à proximité? Est-ce qu'il y a plein d'éléments comme ça, et on achète, oui, pour le bien, mais souvenez-vous l'emplacement. D'accord?
Ensuite, le quatrième point, on entend des fois, et c'est des questions, ah, on est en plein été, ah, faut pas vendre, c'est pas bien parce que tout le monde est en vacances, parce que les gens ne s'intéressent pas, attendons l'automne. Non, non, non et non. On ne peut pas dire qu'il y a une saison qui s'y prête davantage que l'autre. C'est pas vrai, même pour les biens en résidence secondaire, dans les stations. Pourquoi? Parce que vous avez le skieur qui lui va plutôt être axé sport d'hiver, et vous avez aussi la personne qui veut faire la rando, plutôt des sports d'été en plein air, etc. Donc votre bien il doit être visible et il peut être vendable toute l'année à n'importe laquelle des saisons. Et ça c'est important. N'attendez pas de publier ou de aller de l'avant parce que vous pensez ou on vous a dit que c'est pas la bonne période. Pas du tout. D'accord? Le conseil d'un professionnel peut toujours vous aider dans l'accompagnement et dans la mise en œuvre de cet élément-là. Mais il ne faut pas le négliger. Souvenez-vous, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période pour vendre. Toutes les périodes, toutes les saisons sont bonnes. Et puis on passe au cinquième point. Donc si je récapitule les 4 premiers, vous avez le calcul du prix, l'importance de la mise en valeur, l'emplacement du bien, comment expliquer, comment voir. Et le 4e, est-ce que c'est la bonne période? On y a répondu. Le 5e maintenant, c'est le déroulement. Vous êtes fin prêt? Vous avez tout préparé, vous avez votre dossier de vente, vous avez le prix qui est juste, ou qui paraît juste au moins. Donc voilà, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir des demandes et les gens ils vont utiliser tous les canaux possibles pour vous atteindre. Des messages, des appels, des SMS, pas toujours à des heures très, je dirais, standardisées, mais c'est leur droit, ou en tout cas c'est leur choix. Et puis vous avez en fait des messages qui arrivent un peu tous azimuts. Ça veut dire que si vous avez négligé cette partie-là, ou si du moins vous vous êtes dit, bon bah, l'important est fait, non. Pourquoi? Parce que là, il faut faire preuve de réactivité, rapidité. C'est ça qui est important. Je vois le bien aujourd'hui à 22h30, peut-être que je m'attends à avoir une réponse demain. On est tous comme ça. Les billets d'avion et d'autres éléments, et j'en passe. D'accord? Rapidité, réactivité. La qualité des informations. On achète un bien, on est en train de faire certainement l'achat de sa vie. On n'en achète pas tous les jours. Donc la qualité des informations, on veillera à avoir des bonnes informations qui peuvent être vérifiables. C'est-à-dire que vous avez des factures pour avancer certains travaux réalisés. Vous avez des éléments tangibles qui vous permettent vraiment de qualifier ces informations-là. D'accord ? Vous avez des éléments notamment de qualification qui sont le registre foncier qui fait foi, c'est le pédigré de votre bien, il vous donne un certain nombre d'informations. Qui est propriétaire? Est-ce que c'est un propriétaire seul? Est-ce que c'est plusieurs propriétaires qui sont dans ce cas-là copropriétaires? Est-ce qu'il y a des servitudes? Est-ce qu'il y a des servitudes à charge? Est-ce qu'il y a des servitudes en droit? Il y a énormément d'informations et c'est le document de référence. Le registre foncier évite, par exemple, comme il y avait à l'époque, des ententes entre voisins. Oui, tu peux passer par chez moi pour accéder à tel et tel endroit. Pas de problème. Puis qu'est-ce qui se passait? Un beau jour, il se fâchait. La servitude, entre guillemets, tacite, elle tombait. Non, tu passes plus chez moi, etc. Donc, le registre foncier est important. C'est dans la préparation déjà de la vente qu'on doit l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des éléments qu'on va apprendre. On n'a peut-être jamais fait attention, ou alors on a oublié si ça fait 15, 20, 30 ans qu'on est propriétaire. D'accord? Donc, tout ça est essentiel. Le déroulement. Vous avez fait tout juste, vous arrivez à la fin, vous êtes plutôt passif, je dirais, dans la réponse aux messages, aux emails, etc. Ça peut être compliqué. Ok, j'ai pas eu de réponse, je passe au suivant, les gens vont pas vous relancer. Un conseil, parmi d'autres, mais c'est peut-être pas de poster ou de mettre en ligne votre annonce la veille de votre départ en vacances. Si vous savez que vous allez dans une période un petit peu plus sympa, cool, comme les vacances, voilà. Et j'espère que vous avez des messages parce que ça veut dire que votre bien intéresse. D'accord? On sait que par expérience, un bien se vend dans les 3-4 mois en moyenne, mais c'est une moyenne. Vous avez des biens qui sont vendus, on en a vendu parfois même avant la parution officielle des annonces, parce qu'on fait une publication interne, parce qu'on a des contacts, parce qu'on a... Voilà, toujours est-il que la moyenne c'est en 3-4 mois. Au-delà de ça, méfiance. C'est qu'il y a soit le prix qui n'est pas adapté au marché, soit il y a d'autres éléments qui peuvent... qui sont peut-être pas bloquants, mais il y a des raisons et il faut les chercher. D'accord? Donc, pas négliger aucune de ces parties. Je me permets de faire un résumé.
premier point, on a abordé le calcul du prix. Deuxième, l'importance de la mise en valeur. Le troisième, l'emplacement. Quatrième, à quelle période il faut vendre, est-ce qu'il y a des bonnes, mauvaises périodes. Et le cinquième, le déroulement du processus de vente. Je dirais l'aboutissement. Je vais laisser de côté le financement, je vais laisser de côté l'acte notarié. Ça pourra faire l'objet d'autres vidéos. Je vous remercie en tout cas sincèrement pour votre attention. Moi en tout cas pour ma part j'ai eu énormément de plaisir à partager cette vidéo là avec vous. Pour ceux qui s'intéressent et qui veulent aller plus loin, j'ai créé un guide, un e-book téléchargeable. Vous aurez le lien sur le descriptif de la vidéo. Voilà. Et sinon c'est avec plaisir que je réponds à vos questions, commentaires ou autres. Sur ce, merci pour cette minute immobilière. Bye, à bientôt.